Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur The alleged scammers behind the most notorious murder-for-hire site have been arrested. 5 men believed to be behind the web's most notorious murder-for-hire scheme were arrested in Romania this week. The operation has funneled users searching for ways to hire an assassin online to a site on the dark web. That site has gone by a series of different names: Besa Mafia, Camorra Hitman, and, most recently, the #1 Hitman Marketplace. des histoires étranges de l'ère numérique. En décembre 2015, un nouveau site créé sur le dark web appelé Besa Mafia propose des services de pirates informatiques et de tueurs à gages moyennant des paiements en Bitcoin. Contrairement aux autres sites sur le dark web, Besa Mafia souhaite se faire connaître et engage des professionnels du marketing en ligne pour générer des clics. En mai 2016, les autorités apprennent qu'une femme du Minnesota, Amy Allwine, est menacée de mort par un utilisateur du site. Est-ce qu'un plan machiavélique se prépare? 6 mois plus tard, Amy est retrouvée morte dans d'étranges circonstances et une enquête est lancée. Suivez-nous dans cette histoire inattendue où les pires vices de l'humain se côtoient. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'on a une histoire quand même assez percutante qui n'a pas beaucoup été couverte par des podcasts ou même dans le monde francophone. Le cas de la Besa Mafia, c'est comme un peu un Lake City Quiet Pills, mais dans la vraie vie. Oui, Lake City Quiet Pills, c'est un épisode qu'on a fait il y a plusieurs années même, de ce qui se retrouve dans les anthologies de Distorsion, dans nos épisodes préférés. C'était une histoire où, dans le code source d'un site web louche, se trouvaient des annonces classées pour mercenaires. Oui. Mais ça n'a jamais été prouvé à 100% qu'il y a eu des vraies activités faites par ce groupe de mercenaires-là. Dans le cas de la Besa Mafia, c'est un peu la même chose, mais il y a clairement eu des actions posées par ce groupe de je dirais pas, c'est pas que des tueurs à gages, mais ce groupe de criminels engagés sur le dark web. Donc, ça va être une histoire assez passionnante que tu as creusée pour nous, Seb. Oui, j'ai eu bien du plaisir, en fait, à me plonger là-dedans. Puis encore une fois, on voit comment les gens peuvent mal utiliser, pas mal utiliser, mais utiliser la technologie pour arriver à leur fin, mais encore une fois d'une manière négative. Yes. Puis qu'est-ce qu'on boit ce soir pour se lancer là-dedans, Seb? Ce soir, mon cher Émile, cette semaine, la tournée de bière nous vient du Trou du Diable, imagine-toi donc, la brasserie légendaire de Shawinigan. Ils sont des gros fans du podcast et ils ont une super promo actuellement qui permet de gagner des billets dans plusieurs festivals majeurs au Québec cet été. Yes, je suis vraiment content parce qu'on n'en a pas parlé souvent du Trou du Diable, mais bon, on sait depuis longtemps qu'ils existent au Québec, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour participer, Sam? C'est assez simple. Il suffit d'acheter la caisse Mix Easy Hits de Trou du Diable ou l'un des packs de Perroquet IPA ou la Shawi Beach, qui est une Nord-Est IPA aussi. Puis de scanner le code QR qui est sur la boîte et d'entrer le numéro qui est inscrit. Les participants sauront alors immédiatement s'ils ont gagné. Donc, tu le sais tout de suite si tu gagnes. Yes. Le Trou du Diable, c'est une marque qui s'implique non seulement dans les podcasts, mais dans la musique et prend part à plusieurs festivals dans l'été au Québec. Puis en organisant ce concours, imaginez-vous donc, ils permettent aux fans de vivre une expérience inoubliable parce que tu peux gagner des billets pour plusieurs festivals au Québec, dont le Red Bridge Fest à Pont-Rouge, le Festivois à Trois-Rivières, qui est quand même un gros festival
festival. Oui. La noce à Chicoutimi, ça, je sais que ça brasse pas mal. Là. Ceux qui vont à ce festival-là, c'est quand même assez cool. Il y a le festival Rock La Cause à Victoriaville, le festival au lac de Grand Bay et le Poudza Fest à Montréal. Le Poudza Fest, c'est un genre de block party punk, là, un gros festival punk en plein milieu de la ville. Donc, c'est des festivals vraiment cool. Et avec ce pack-là, en fait, vous pouvez gagner des billets en scannant le code QR, justement, Seb. Oh yes! En plus de ça, les bières du Trou du Diable dans le pack sont de la plus haute qualité, Émile. La Perroquet IPA et la Shawi Beach Nord-Est IPA. Oui, c'est ça que je bois en ce moment, moi, la Perroquet. Ah ben oui, exact. Eux, là, ils ont des notes de houblon fruité, tandis que la caisse mixte Easy Hits offre une expérience de dégustation diversifiée avec des saveurs variées. Comme moi, par exemple, actuellement, je bois la McTavish Easy, là, qui fait partie de ce Hits-là. En plus de la chance de gagner une expérience festivalière cet été, les participants ont aussi la possibilité de remporter de l'argent comptant et de la marchandise là, du Trou du Diable. Donc, c'est une excellente opportunité pour tous les amateurs de bière et de musique de profiter de deux de leurs passions préférées en même temps. Un gros shout-out au Trou du Diable et qui sait, peut-être qu'un jour, Émile, on ira enregistrer là. Ils nous ont un peu invités par la bande. Ouais, à suivre. Sinon, on a aussi un shout-out 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Jim Fear 666. Il nous dit « Les saisons de Distorsion sont trop courtes. Distorsion est un incroyable podcast qui est à la fois captivant et très intéressant. Les épisodes sont très bien réalisés et produits. » Shout-out à toi, Jim Fear. Merci, puis t'as raison, les saisons sont trop courtes. Oh yes! Et pour les abonnés Patreon, nos chers abonnés, ceux qui sont abonnés au forfait Oui Monsieur, on a un after show pour vous, encore une fois, comme à chaque fois qu'on sort un épisode, on a un after show de qualité. Et là, on va parler du piratage du site Ashley Madison, parce que ça a été une autre histoire de vol de données quand même assez importante, Seb, puis tu avais envie de nous en parler. Oui, exact. Puis il y a même un petit lien avec notre histoire principale. Mais oui, le site d'Ashley Madison, là, vous allez voir, là, quand on va en parler, c'est que ça l'a causé, bon, vous le savez peut-être pas, mais le site Ashley Madison, c'est un site de rencontre, mais pour des relations extra-conjugales. Oui. Donc, c'est clairement dit que c'est pour aller tromper, c'est ça. Se chercher une maîtresse ou un amant. Exactement. Et étant donné, le but est avoué. Donc, quand vous vous inscrivez là-dessus, évidemment, vous devez mettre vos vraies coordonnées pour les paiements par carte de crédit et tout ça. Et il y a eu un piratage et les données ont été, lancées au grand public. Donc, je vous laisse imaginer les conséquences que ça a pu avoir aussi sur la vie de certaines personnes. Donc, c'est assez tragique même, je vous dirais, le piratage de ce site-là. Puis j'avais envie de vous en parler. Exact. Je pense qu'on en a assez dit, Seb. Est-ce qu'on est prêt à se lancer en plein cœur du Dark Web pour l'histoire de la Beza Mafia? Oui, monsieur! C'est parti! Yeah. Nous sommes en mai 2016. Amy Allwine, 43 ans, est une femme entrepreneur vivant à Cottage Grove, dans le Minnesota, aux États-Unis. Elle est propriétaire d'une entreprise Active Dog Sports Training, qui est spécialisée dans le dressage et la promenade de chiens. Elle est également très active dans sa communauté religieuse, la United Church of God. Amy a rencontré son mari, Stephen, 43 ans également, il y a près de 20 ans, alors qu'ils étudiaient tous les deux dans un collège chrétien. Ils sont rapidement tombés amoureux et se sont mariés. Stephen est devenu pasteur de leur église et s'est spécialisé dans les technologies de l'information. Ensemble, ils ont eu un fils de 9 ans qui se prénomme Joe. Je présume qu'il n'est pas né à l'âge de 9 ans. Non. Oui, sinon ça ferait mal. Amy est très appréciée de ses clients, qui la décrit comme une personne passionnée par son travail et très investie dans le bien-être des animaux. Elle était également très engagée dans sa communauté religieuse où elle aide à organiser des événements et des activités de toutes sortes. Amy et Stephen sont membres de la United Church of God et prennent leur foi très au sérieux. La famille vit selon les règles de l'Église. Noël et Pâques ne sont pas célébrés car ce sont des fêtes païennes. Ils voyagent beaucoup, répandant la parole de Dieu. Ils font un pèlerinage annuel chaque année. Ils font des vidéos et les publient en ligne pour montrer comment danser aussi de manière platonique. Malgré ça,
Le couple n'a jamais essayé d'imposer ses points de vue aux autres, car ils n'aimeraient pas que cela leur arrive. Donc, ils préfèrent, ils sont très croyants, mais ils respectent en fait l'opinion des autres. Par une belle matinée tranquille, Asher Silke, un agent du FBI, se rend à la maison des Allwine, accompagné de l'agent de police local Terry Raymond. Il informe le couple que la vie d'Amy pourrait être en danger et les convoque au poste de police le lendemain, le 1er juin, pour leur donner plus de détails. Quelques jours auparavant, lorsque le FBI a appelé la police de Cottage Grove pour signaler qu'un résident de leur ville avait reçu une menace de mort sur Internet, le détective McAllister a su que cela devait être sérieux si le FBI était impliqué. Il faut savoir que Cottage Grove est une banlieue à l'extérieur de Minneapolis. Comme de nombreuses banlieues en périphérie de la ville, elle avait sa juste part de criminalité, mais il s'agissait apparemment surtout d'incidents domestiques mineurs. C'était pas une très, très grande ville. Pour vous donner un aperçu des homicides dans la ville, au cours des 4 années précédentes 2016, seuls 2 meurtres ont été commis. La police locale recevait souvent des signalements de menaces proférés contre des personnes par email ou SMS. Toutefois, ces menaces étaient souvent difficiles à prouver et étaient classées sans suite, ne débouchant généralement sur aucune accusation concrète. C'est pourquoi la situation inhabituelle qui se déroulait dans cette petite ville était plutôt inédite. Juste pour faire une comparaison, dans la dernière année, c'est 41 homicides à Montréal. Oui, c'est vrai, tu as raison quand même. Hein? Donc, eux, c'est, je crois, 2 en 4 ans. Exact. Nous sommes maintenant le 1er juin. Le couple, Amy et son mari Stephen, se rendent au poste de police de quartier comme demandé la veille. L'agent Silke explique au couple les détails des courriels de menaces et leur affirme que les communications sont passées par un site du Dark Web nommé Bessa Mafia. Mais que connaît-on, Émile, sur Bessa Mafia au moment des faits? Bonne question, Seb. Bessa Mafia, à ce moment-ci, là, dans les années justement 2015-2016, est un site .onion, en fait un site du Dark Web, qui a fait son apparition en décembre 2015 plus précisément. Et puis sur ce site-là, on peut apparemment commander un tueur à gages ou un pirate, en fait un hacker, oui, puis payer les services de ces services interlopes-là là, en Bitcoin. Donc, le site propose, par exemple, dans le cas de tueur à gages, d'éliminer la victime de votre choix de différentes manières, moyennant une somme allant de 5 000 à 30 000 $. Les administrateurs de ce site se présentent comme étant la mafia albanaise dispersée aux États-Unis, en Europe et en Albanie, bien sûr. Parce que la mafia de l'Albanie, c'est une mafia très sérieuse oui, avec qui il ne faut pas rigoler. Non, exactement. Ils ont leur réputation. Le site explique son fonctionnement là, très simplement aux visiteurs. Si vous voulez tuer quelqu'un ou juste lui donner une bonne leçon, ils sont là pour vous. Ils disposent d'assassins professionnels à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe. Bessa Mafia assure qu'il n'y a aucun risque de se faire prendre, car ils sont des professionnels. Ils ne demandent pas votre nom, ni qui vous êtes, ni où vous habitez. Pas besoin de votre carte de crédit non plus, ni de votre compte bancaire, puisque vous payez en Bitcoin simplement là, une fois que le travail est terminé. Donc, ils se veulent un peu là, une agence sans risque là-dessus. Ouais. Là. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment valider si les gens qui travaillent là sont des professionnels? Oui, c'est ça. Bonne question. Mais bon, c'est apparemment plus fiable que Craigslist pour trouver un tueur à gages. Le processus de commande est également très simple. Après votre inscription, le site vous demande des informations ainsi qu'une photo sur la personne visée. Il vous faudra ensuite choisir un des services proposés qui est entre 5 et 30 000 $. Par exemple, pour 4 000 $, donc en plus supplémentaire, vous pouvez bénéficier de l'assurance que le meurtre soit maquillé en accident. Donc, c'est comme un bonus, paquet cadeau, si on veut. Exact. Il est également possible de donner une simple leçon, en fait, pour 500 $. Je ne sais pas si c'est une claque d'en face. Oui, non, c'est ça, c'est pas précis.
Et le prix en plus à payer pour brûler la voiture de la cible est de 1 000 $. Donc, ils peuvent aussi brûler en fait des propriétés, des maisons, des voitures, des choses comme ça. Il est même possible de s'inscrire nous-mêmes là, en tant que tueur en renseignant la manière dont vous comptez suivre et si vous avez déjà suivi des entraînements spéciaux. Donc, en fait, tu peux t'inscrire, mais tu as un certain pedigree à remplir là, d'une certaine façon. Alors, comment savoir si la Bessa Mafia est réelle ou s'il s'agit d'une arnaque? C'est une question qui est très difficile à répondre. D'une part, il est très difficile de vérifier l'authenticité des témoignages qui circulent sur le web, et d'une autre, il est important de noter que commander un assassinat, c'est illégal dans la plupart des pays. Donc, s'engager dans de telles activités pourrait exposer la personne à des gros problèmes légaux. Et là, on revient à l'agent Silke qui montre au couple Allwine, les détails de ce qu'ils avaient découvert. Oui. Il leur présente quelques courriels reçus de façon anonyme provenant d'un échange à partir du site. Donc là, c'est des courriels qui remontent au 15 février, en fait, de cette 2016, de l'année après la fondation de Bessa Mafia. Et le email part d'une adresse, là, d'un burner account, là, d'un compte, un compte dummy qu'on va jeter par la suite. Là. C'est Dog Day God, donc chien jour Dieu, Dog Day God, un petit peu difficile à dire, à hmamail.com et il s'adresse à Bessa à sigaint.org. Donc, encore une fois, un drôle d'email qui doit changer constamment. Ouais. Et là, l'objet, c'est Bitcoin anonymement. Là, on a traduit en français. Ouais. Et dans le courriel, Dog Day God, il dit « Je cherche à vous embaucher pour un meurtre, mais quelle est la meilleure façon de convertir de l'argent en Bitcoin de manière anonyme? Si je retire 5 000 $ pour un meurtre, après le meurtre, je suppose que la police verrait ce retrait et se demanderait où il est allé. Donc, même si les Bitcoins ne sont pas traçables, cet argent manquant susciterait des soupçons. Y a-t-il un moyen de faire croire que j'achète quelque chose et d'obtenir des bitcoins de sorte que l'argent semble aller à quelque chose de tangible et non à de l'argent comptant pour payer un meurtre? » Ce à quoi Bessa va répondre « Bonjour, vous pouvez échanger de l'argent contre des bitcoins sur Coinbase.com et localbitcoins.com. Nous planifierons ensemble une date pour le meurtre où vous pourrez voyager hors de la ville pendant un jour ou deux. Cela permettra à tout le monde de savoir que vous ne pouviez pas être le meurtrier. En ce qui concerne les bitcoins, vous pouvez dire que vous avez acheté un serveur de jeu qui coûte 5 000 $ en ligne avec des jeux comme Metin ou un jeu similaire, mais nous ne pouvons vous fournir l'accès à l'un de nos serveurs de jeu de blanchiment d'argent pour une période limitée. Donc, ils peuvent faire ça. Ouais. Ils peuvent aider à blanchir. Vous pouvez dire à tout le monde que vous avez investi dans des jeux en ligne pour les enfants et ils ne peuvent pas prouver que vous l'avez fait et donc vous êtes en sécurité. Faites-moi savoir. C'est drôle, hein? Je t'interromps un peu avant d'aller dans les autres échanges, mais c'est drôle comment, justement, la personne, pas drôle, mais il y a un enjeu. La personne est quand même consciente qu'il y a un enjeu qu'elle peut être, retracée ou suspectée sur le montant de la transaction en tant que telle. Ben maintenant, on le sait, avec tous les documentaires, les podcasts de True Crime, on le sait qu'il faut surveiller l'entrée et la sortie d'argent. Oui. Puis même les bitcoins, ce n'est jamais à 100% anonyme aussi. Et là, il y a une autre série d'emails envoyés le 6 mars 2016, donc presque un mois plus tard. Ouais, 3 semaines environ. Avec l'objet, c'est commande. En fait, et là, c'est Bessa qui revient vers Dog Day God. Il dit « D'accord, nous avons reçu les détails de la commande. Le tueur à gages affecté planifiera de faire le travail dans la nuit entre le 19 et le 20 mars. Il l'attendra à l'aéroport, la suivra avec la voiture volée et quand il aura l'occasion, causera un accident de voiture pour la tuer. Il aura son arme avec lui au cas où l'accident de voiture échouerait et qu'elle ne meure pas. Il la tuera mortellement. Il fera de son mieux pour que ce soit un accident de voiture et s'assurera qu'elle meure à l'impact. Savez-vous s'il y a quelqu'un d'autre prévu pour venir avec elle à l'aéroport? Un compagnon? Quelqu'un? Le tueur à gages veut savoir si elle est prévue pour être seule ou s'il doit faire attention à son compagnon. Ce n'est pas un problème si elle a un compagnon, mais c'est bon à savoir pour être préparé. Si elle a un compagnon, ils pourraient tous deux mourir dans l'accident de voiture. Vous devez vous assurer que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous pourriez avoir de la sympathie, comme un enfant ou un parent que vous aimez. Faites-nous savoir. »
Ce à quoi Doug Day lui répond « Elle va en fait conduire de Minneapolis à Moline en passant par Cedar Rapids. Elle aura un compagnon avec elle, mais personne pour qui je me soucie. » Donc, en fait... Oui, exact. Le 20 mars, en fait. Donc là, le meurtre aurait dû se produire la nuit même. Là. Doug Day va donc écrire à Bessa en lui disant « Je n'ai rien vu. Savez-vous si c'est fait? » Ce à quoi Bessa va lui répondre « Salut. Non, pas encore. Le tueur à gages l'a suivi, mais il n'a pas encore eu l'opportunité de l'éliminer. Il doit être dans une position où il peut frapper la porte du conducteur, une collision latérale pour s'assurer qu'elle meurt. D'autres types d'impacts pourraient la laisser en vie, ce qui n'est pas bon. Dans le pire des cas, cela peut être fait par un tireur d'élite en la visant à la tête et c'est tout. Si tel était le cas, est-ce que quelqu'un soupçonnerait quelque chose à votre sujet? Parce que si ce n'est pas le cas, un tireur d'élite serait fortement recommandé. Faites-moi savoir. » Ce à quoi Doug Day va lui répondre « Non, je ne serais pas suspecté. Je suis d'accord avec ce que vous pensez être le mieux. » Fou, hein? Ça paraît simple, hein? Quelque part, la discussion, c'est chill. Là. Il n'y a pas du tout d'émotion là-dedans. Non, exact. Les réponses rapides aussi, là, souvent, il répond rapidement. Tu vois qu'il offre un bon service clientèle. Exact. Il rassure les gens. Mais en même temps, on dirait que là, je détecte qu'il y a... là, on dirait qu'il navigue, là, parce que là, il a dépassé la date là, du 19-20 mars, puis la personne qui a payé est quand même 5 000 En temps normal, elle n'a pas payé tant que ce n'est pas complété, par contre, selon les règles. C'est vrai. Mais oui, c'est clair que quand tu es le client, tu n'es pas un meurtrier, tu t'inquiètes pour ce genre de choses-là. Non, exact. Mais j'ai l'impression qu'il prenait l'argent tout de suite, malgré tout. OK. On dirait, là, parce qu'avec ce qui... même ce que les policiers disaient, comme on disait un peu, ils disaient qu'il était inquiet parce que la personne avait supposément déboursé l'argent. Donc, c'est là que je m'intrigue sur cette portion-là. Oui, exact. Ouais. Bref, la cible, c'était Amy Allwine dans ces échanges-là. Les informations personnelles fournies à Bessa Mafia dans le formulaire de commande décrivaient Amy avec une photo et des détails sur son voyage à Moline, y compris les horaires et le type de voiture qu'elle conduirait. Donc, c'était très détaillé tout ça. Mais on ne sait pas qui est derrière le compte de Doug Day God. À la station de police, Amy est horrifiée d'apprendre cela et d'entendre parler de ces messages et confirme qu'en mars, elle a bien effectué un voyage à Moline et que toutes les informations personnelles fournies étaient exactes. De toute évidence, en juin 2016, présente et toujours en vie à la station de police, elle avait survécu à la tentative d'assassinat prévue contre elle le 19 mars. Alors, qu'avait-il mal tourné pour le tueur à gages quelques mois auparavant? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le meurtre ne se passe pas, en fait? Un peu sous le choc, les Allwine se demandent qui pourrait en vouloir à Amy. Un ancien client insatisfait? Qui est ce fameux Doug Day God? Ils affirment ne pas avoir reçu de menace de leur côté et décident de prendre des mesures de sécurité pour se protéger. Ils installent alors des caméras de surveillance autour de leur maison et demandent à leurs amis de les aider à surveiller les lieux. Ils font également appel à la police locale pour leur demander de patrouiller régulièrement dans le quartier. Les semaines passent et Amy est toujours sur le qui-vive. Depuis la venue des policiers, elle reçoit régulièrement dans sa propre boîte de courriel des menaces de mort anonymes. Ses emails lui demandent de se suicider et on l'avertit que si elle ne le faisait pas, elle perdrait progressivement tous ceux qu'elle aime. Donc, elle a à défaut, d'être encore en vie, elle reçoit encore beaucoup de menaces de mort. Oui, elle vit beaucoup dans l'anxiété. C'est vraiment pas facile son quotidien. Comment on pourrait se sentir après avoir appris que quelqu'un a mis notre tête à prix, justement? Oui, exact. Et par la suite, même si les policiers, il n'y a rien, tu continues de recevoir des menaces. Non, c'est vraiment inquiétant. Nous sommes maintenant le matin du 13 novembre 2016. On a fait un bond dans le temps d'environ 6 mois. Et comme à l'habitude, Stephen travaille depuis chez lui. Stephen Allwine, le mari de Amy. En tant que spécialiste en informatique, il utilise le sous-sol de la maison comme bureau. Amy, qui dirige également son entreprise depuis chez elle, déjeune en famille avant de déclarer qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle va aller se recoucher un peu. Plus tard dans la matinée, le père d'Amy, Charles,
vient chez eux pour terminer l'installation d'une nouvelle porte pour chiens. Pour éviter d'être dérangé par les chiens pendant qu'ils travaillent, il les enferme dans leur cage. Charles choisit de ne pas réveiller Amy lorsqu'il quitte la maison à la fin des travaux. Cependant, Stephen l'appelle un peu plus tard pour lui demander s'il peut amener leur fils Joe chez lui pour qu'il puisse travailler tranquillement cet après-midi-là. Charles accepte et revient chercher Joe. C'est toujours pratique un papy, un grand-père à portée de main pour ces journées-là où on a besoin de travailler et qu'on a l'enfant à la maison. Oui. Vers 17 heures, Stephen quitte la maison pour aller chercher son fils chez son beau-père. Amy est toujours au lit se sentant malade, ayant apparemment même refusé d'aller aux urgences malgré son état. Stephen fait une pause pour faire le plein d'essence et une fois qu'il a récupéré Joe, ils mangent ensemble dans un restaurant rapide local. Ils envoient un message texte à Amy pour lui demander si elle veut qu'il lui apporte quelque chose, mais elle ne répond pas à son téléphone. Il est maintenant autour de 19 heures. Lorsque le père et le fils rentrent chez eux, Joe entre en premier et revient rapidement vers son père en demandant « Pourquoi maman est-elle allongée par terre? » Stephen se dirige immédiatement vers la maison et en apercevant sa femme au sol, appelle immédiatement le 911. Et là, je vous le cite. « Allô, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma femme morte. Elle est froide, elle est rigide. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin d'aide. » Ça doit être tout un choc pareil. Mon Dieu. L'opérateur demande alors à Stephen s'il pouvait vérifier si sa femme respirait ou avait un pouls. Il répond qu'elle est morte, mais qu'il avait remarqué que la porte de garage était ouverte. Je ne sais pas si quelqu'un est entré ou s'il y a eu une erreur, mais j'ai trouvé la porte de garage ouverte. Il n'y a personne ici maintenant. L'opérateur du 911 continue à poser des questions à Allwine pour savoir s'il avait remarqué quelque chose de suspect ou d'inhabituel avant de trouver sa femme morte. Allwine répond qu'il n'a rien remarqué d'inhabituel et qu'il a simplement trouvé sa femme morte dans la chambre à coucher. Stephen lui dit qu'Amy semble s'être tirée dessus, qu'elle a encore l'arme et qu'il y a du sang partout. Je vais vous dire, si vous tombez sur l'appel au 911, là, parce qu'on peut le retrouver, là, c'est une écoute difficile, car vous pouvez entendre Joe, là, leur enfant en arrière-plan, pleurant, demandant pourquoi elle aurait fait cela, si elle est morte, et ça aussi, c'est une question que je voulais t'en parler, Émile, et si son père va se remarier. Oui. C'est une question que je trouve tout de même étrange de la part d'un enfant de 9 ans, puis surtout au moment même du drame. C'est drôle, hein? Parce que j'ai l'impression que c'est la doctrine religieuse un peu dans laquelle ils vivent. Puis je dois avouer, dans ce cas-ci, je trouve ça toujours drôle de parler de religion et mariage, dans le sens comme lui, c'est un pasteur et il a le droit de se marier, d'avoir des enfants. Mm-hmm. Il y a des religions, la religion catholique n'autorise pas nécessairement ça. Mais bref, on dirait que tout de suite qu'il demande à son père s'il peut se remarier quand il voit sa mère morte, on dirait que ça m'a perturbé, pour être bien honnête. Ouais, j'ai l'impression, moi, quand j'ai vu ce détail-là aussi, je me disais peut-être que c'est un jeune enfant, tout déboule dans sa tête, hein, ouais. Et là, il vient de voir sa mère morte et tout ça, peut-être qu'il est déjà rendu dans sa tête à est-ce que je vais avoir une maman? Est-ce que mon père va la remplacer par une autre? Oui. Il doit déjà s'inquiéter là-dessus, ça doit être très perturbant. C'est dur On dit que c'est dur de juger quelqu'un face à sa réaction dans un traumatisme comme ça. C'est encore plus difficile de juger la réaction d'un enfant de 9 ans, je pense. Oui, tu as raison. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est fou qu'instantanément, toutes ces questions-là lui viennent en tête. Là. C'est ça aussi qui m'avait surpris. Stephen paraît troublé en attendant l'arrivée des policiers. Lorsque la première intervenante, la sergente Gwen Martin, arrive sur les lieux, elle est bouleversée d'apprendre l'identité de la victime. Amy avait récemment suivi un cours de 8 semaines à l'Académie de police pour les citoyens et Gwen avait passé du temps avec elle. Elle avait du mal à croire qu'Amy se serait suicidée. On dit d'elle qu'elle était orientée vers l'avenir et avait exprimé déjà un intérêt à suivre le cours à nouveau un jour. La sergente Martin était mal à l'aise de qualifier cela de suicide et elle a appelé immédiatement le détective Randy McAllister. Au début, McAllister était confus par rapport à l'appel pour un cas supposé de suicide, car on ne l'appelait pas souvent pour ça.
Cependant, lorsqu'il a réalisé que Amy était la victime, il s'est précipité sur les lieux du drame. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort d'Amy. Ils ont inspecté la scène de crime et recueilli des preuves pour déterminer si la mort était accidentelle ou si un acte criminel avait été commis. Le détective McAllister a d'abord noté qu'il était étrange que le souper soit encore en train de cuire dans la maison lorsqu'ils ont découvert le corps. Pourquoi une femme qui planifie son suicide irait-elle jusqu'à préparer le souper? C'est une drôle d'attention, un drôle de comportement. Amy était allongée par terre près du lit, à plat sur le dos. Il y avait de la matière cérébrale ainsi qu'une flaque de sang à côté de sa tête, ce qui était bien sûr attendu pour une blessure de ce type-là. Mais l'arme était près du coude gauche d'Amy. Elle était droitière, donc cela était considéré comme très étrange dans le contexte. Oui. La douille de la balle était près de la jambe droite d'Amy. Quelques gouttes de sang ont attiré l'attention de McAllister, l'enquêteur, parce qu'elles semblaient déplacées, comme s'ils avaient coulé depuis quelque chose de suspendu au-dessus de la zone. Ouais. Très bizarre. Il y avait aussi du sang qui avait coulé de son nez et de sa bouche, ce qui suggérait qu'Amy avait été une fois sur le côté avant d'être déplacée par la suite à plat sur le dos. Donc, elle aurait potentiellement roulé sur elle-même ou avoir été déplacée. Là. À l'extérieur de la chambre à coucher dans le couloir, il y avait une zone qui semblait anormalement propre en comparaison avec le reste de la maison, comme si ça avait été nettoyé récemment. Oui. McAllister n'était pas convaincu d'un suicide et les techniciens de scène de crime ont passé toute la nuit à rassembler des preuves chez les Allwine. Des tests au luminol ont révélé une grande flaque de sang avec des empreintes de pas suivant le sang dans tout le couloir avant qu'il ne soit nettoyé. Vous savez, le luminol, c'est ce qui permet de voir les taches de sang une fois qu'ils ont été nettoyées avec un genre de black light. Là. Pendant ce temps, Stephen est maintenant à l'extérieur de la maison et a appelé les parents d'Amy. Dès qu'ils ont répondu, il a précipitamment annoncé « Amy est morte, elle s'est tirée dessus ». Ils se sont donc précipités sur les lieux, accompagnés du pasteur de la famille, Brian Shaw. Stephen collabore à l'enquête et a volontiers remis leur téléphone portable. Il a soumis des preuves d'ADN et a été testé pour des résidus de tir. Oui, sur son corps, en fait.
Parce que quand tu tires un arme, pour t'assurer que c'est pas lui nécessairement qui a tiré, puis quand tu tires du fusil... tu peux avoir des résidus de la poudre ou autre chose. C'est bizarre, pareil, que tout de suite, aux parents d'Amy, ils leur disent « Amy est morte, elle s'est tirée dessus. » Oui. Ils sautent tout de suite aux conclusions, alors vrai, que, il n'y a rien de clair là, à ce stade-ci. Exact. Aux alentours de 17h à 17h30, des voisins ont signalé avoir vu une voiture et une camionnette foncer dans la rue à grande vitesse. Il y avait une classe de formation qui se déroulait dans le grenier de la propriété des Allwine à ce moment-là, et ils ont également signalé avoir entendu 2 voitures partir en trombe. Stephen avait aménagé cet endroit pour le transformer en salle de cours éventuellement. Avec peu d'autres pistes, la police commence à examiner de plus près Dog Day God, vous savez, l'alter ego des courriels qui avaient été envoyés à Besa Mafia. Cette personne était connue pour vouloir la mort d'Amy, et maintenant, elle était morte, Amy, en fait. Donc, bien que la Besa Mafia ait été considérée comme une arnaque, les conséquences de la demande de Dog Day God étaient maintenant réelles, en fait. Elles avaient été réalisées. Donc, parce qu'à ce stade-ci, ils pensaient que Besa Mafia, c'était un piège, en fait. C'était une arnaque pour des gens que en fait, les services n'étaient jamais rendus, que c'était juste à sens unique, tout ça. Oui, exact. Mais là, on se rend compte que peut-être qu'il y a un lien. Un officier a examiné le Dark Web pour toute autre activité de la part de Dog Day God et a découvert que le même nom d'utilisateur avait créé un compte sur la Dream Marketplace. Tu sais, Seb, là, qui est un marché très populaire. Oui. Là, je ne sais pas s'il est encore actif, mais il a longtemps été. Oui, puis il l'était il n'y a pas si longtemps. C'est un endroit où on peut trouver énormément de trucs illégaux, autant de la drogue, des armes que des services du genre. Exact. Dog Day God a demandé sur Dream si quelqu'un connaissait un vendeur de scopolamine qui en aurait. Et c'est drôle, ça, c'est quoi la scopolamine? C'est un médicament contre le mal des transports prescrit en petites doses sous forme de patch. Donc, la scopolamine peut être mortelle lorsqu'elle est ingérée en très grande quantité et peut rendre les gens très suggestibles d'une certaine façon. Ouais. Malgré les avertissements de ses effets potentiellement mortels dans les réponses sur le Dream Marketplace, Dog Day God, ou du moins l'alter ego, reçoit le nom d'un vendeur. La police demande au médecin légiste de tester Amy pour voir si elle a de la scopolamine en elle, qui est une demande très rare, mais les résultats ont montré qu'Amy avait 40 fois la dose recommandée dans son système au moment de sa mort. Ouf! Et ça, c'est bizarre. Là. 40 fois. Là. Ben oui. Donc, il y aurait carrément un lien entre Dog Day God et la vraie mort de Amy. Là. Oui, exact. Très bizarre. Quelles étaient les chances à ce stade que Dog Day God ne soit pas impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette affaire? Vous allez me dire, très mince. Mais la police savait qu'elle devait essayer de faire le lien entre leur véritable identité et avait besoin de plus que des preuves circonstancielles. Les choses ne s'additionnaient pas. La police a décidé d'interroger Stephen, son mari, à nouveau. Avant d'aller plus loin dans l'enquête, Seb, comment les autorités ont été en mesure de connaître Besa Mafia et les messages échangés par Dog Day God? Pour se mettre en contexte, Émile, il faut savoir que le site de Besa Mafia a commencé à attirer l'attention sur le web de surface dès février 2016, lorsque des experts en cybersécurité tels que Chris Montero ont commencé à écrire des articles de blog pour dénoncer ces sites de tueurs à gages comme étant faux et à ainsi amasser de la preuve. Par contre, il y a un des administrateurs du site, un certain Yura, n'est pas d'accord avec ces propos qu'il juge mensongers et va commencer à menacer Chris Montero assez sérieusement. Je vous rappelle que c'est également en février que Dog Day God a demandé à ce que Amy soit tuée. Pour vous en dire un peu plus sur Chris Montero, il est connu pour son implication dans la communauté en ligne liée au Dark Web. Il a pour mission de décrypter les légendes urbaines liées au Dark Web et de fournir des informations précises sur les marchés, les Red Rooms et tout ce qui peut toucher justement au Dark Web. En 2015, il est devenu gestionnaire du subreddit Deep Web, qui est un lieu de discussion pour les utilisateurs du Dark Web. Il a également documenté ses découvertes et ses observations sur son blog qui s'appelle pirate.london,
qui est encore accessible, ainsi que sur des encyclopédies en ligne telles que Wikipédia et même Rational Wiki. Pour ceux qui ne connaissent pas Rational Wiki, là, c'est un wiki collaboratif qui a été créé en 2007. Et sa petite nuance, je vous dirais, par rapport à Wikipédia, c'est que lui, il vise à analyser et à déconstruire les théories du complot, la pseudo-science, l'extrémisme et d'autres sujets qui sont plutôt controversés sur le web. Là. Donc, il chasse un peu les fausses nouvelles. Oui, on peut passer des heures sur Rational Wiki quand même. Là. Oui. C'est une bonne façon, tu sais, quand on entend des drôles de rumeurs, des drôles de trucs comme ça, là, c'est un bon endroit pour voir s'il vaut mieux y croire ou passer à autre chose. Oui, effectivement. On revient à l'administrateur du site Yura. Cherchant à prouver la véracité de son site de tueur à gages, il menace Chris Monteiro en lui envoyant une vidéo montrant une voiture en feu, allumée par une personne non identifiée, mais qui serait un certain THC John 2, qui a proposé, lui, ses services d'assassin au site. Yura affirme que ça pourrait arriver à Monteiro s'il continuait à enquêter sur lui et sur son site. Il a ensuite demandé à THC John 2 de mettre en scène et de filmer un faux meurtre à l'aide d'un ami et d'une réplique d'arme à feu. Ces vidéos ont été mises en ligne pour faire la promotion aussi du site de Bessamafia. Ça a été une des premières preuves, on dirait, que tout ça n'était pas un scam, en fait. Oui, exact. Quand on a vu cette vidéo-là, parce qu'il tient un papier, en fait, la voiture est en feu, puis on se rappelle que mettre des voitures en feu, c'est un des services qui sont offerts sur Bessamafia. Puis la vidéo, vous pouvez même la trouver sur YouTube, en fait. Tu vois quelqu'un qui tient un papier où c'est inscrit, je ne rappelle plus exactement quoi, mais c'est inscrit des trucs en affirmant que c'est bien lié à la Bessamafia. Tu vois la voiture en feu derrière, là, tu sais, c'est pas des effets spéciaux, là, c'est vraiment une voiture en feu. Donc, ça donne la frousse quand même. Oui, il mettait la date, c'était genre avril 2016, puis tu voyais la personne percer disons, la tank à essence aussi. Mais ça c'est peut-être du montage, évidemment, là, mais comme tu dis, ça a l'air d'une vidéo complètement véridique. Ouais. Ça ne s'est pas arrêté là, parce que Yura a également menacé Chris en publiant son nom et sa photo sur un forum sur le dark web en le qualifiant de rat et en affirmant que Monteiro était en train de collaborer avec la police. Yura a également menacé de révéler des informations personnelles sur Monteiro, telles que son adresse, ses numéros de téléphone et ses comptes de médias sociaux. Également, pour chercher à défendre la crédibilité du site, Yura utilise des tactiques agressives en référencement, là, le SEO. Oui, c'est assez fascinant de voir ce qu'il utilise. Ah oui, c'est assez incroyable. Là, on vous le résume, mais vous pouvez fouiller un peu. Là, il y a encore toutes sortes de traces de ça pour ceux qui travaillent dans le domaine. Là, c'est assez intéressant. Il a créé une galaxie de micro-sites web sur le web de surface pour faire la promotion de Bessamafia, mais sous couvert de dénoncer le site, en fait. C'était très malin. Les articles qu'il faisait sur des plateformes de blog comme Blogspot, des choses comme ça. Très clickbait. Là. Oui, exactement. Puis ça, à l'intérieur, ça décrivait comment, justement, il décrivait les services de Bessamafia tout en disant que c'était faux. Mais le référencement organique, souvent, pour aider un site web à se démarquer selon des mots-clés, mais lorsque des sites en parlent et mettent des liens vers d'autres sites web sur des mots-clés, ça aide à faire ressortir le site. Donc, quand Yura faisait créer des sites comme ça en dénonçant Bessamafia, mais malgré tout, sur les bons mots-clés, comme Hitman à vendre, là, donc tueur à gages à vendre et tout ça, il pointait vers le bon site de Bessamafia sur le dark web. Fait automatiquement, ça aidait quelqu'un qui googlait je recherche un assassin. Il pouvait finir par le trouver facilement. Donc, même si ça dénonce pour monsieur, madame, tout le monde qui est à la recherche de ce style de service-là, tu tombes dessus. Exactement. Sur le web de surface. C'était vraiment malin. Il a embauché des experts en référencement d'un peu partout dans le monde, là, justement, pour s'assurer que le site apparaisse en premier dans les résultats de recherche, comme je vous disais, là, pour des termes comme Hitman à louer. L'un de ces pigistes est un consultant basé à Kolkata, en Inde, là, juste pour vous dire, qui s'appelait Santosh Sharma. Lui, il a été payé en Bitcoin. On s'entend que cette stratégie de marketing agressive a porté ses fruits car de nombreuses personnes ont été trompées par la crédibilité apparente du site. Ben oui, ça c'est... en fait,
C'est une grosse différence avec Lake City Quiet Pills, dont on a déjà parlé. Ouais. Eux, ils faisaient tout pour se cacher. Les annonces étaient dans le code source d'un site web louche. Oui. Là, dans ce cas-ci, c'est le contraire. Ils font limite de la pub, en fait, pour se faire trouver. Exactement. On fait un petit bond dans le temps maintenant, Seb. On est maintenant en avril 2016 et un pirate informatique connu là, sous le nom de BRSPD, infiltre le site de Bessa Mafia en téléchargeant un fichier malveillant à la place de l'image d'une cible demandée via le formulaire, parce qu'on complète un formulaire pour poster notre annonce. Ouais. De cette manière, le pirate peut accéder aux archives des messages du site ainsi qu'aux identifiants des utilisateurs, aux mots de passe de serveur aussi et aux emails d'administration. Mais en mai 2016, le pirate publie sur le web la liste des clients de Bessa Mafia et révèle que le site est une fraude. Quant à savoir si BRSPD a contacté le FBI au lieu des menaces contre Amy Allwine, nous ne pouvons pas le confirmer avec certitude, car l'expéditeur des échanges de courriels reçus par le FBI était anonyme. Cependant, étant donné les événements qui ont suivi, il est probable que ce soit lui qui ait alerté les autorités sur le véritable danger des menaces proférées par Doug D. God à l'encontre d'Amy Allwine. Ce piratage, ainsi qu'une deuxième attaque presque identique menée par BRSPD en juin, ont déclenché une série d'événements subséquents. Pour tenter de révéler l'identité de Yura, l'administrateur du site de Bessa Mafia, Chris Montero, organise l'opération Vegetables, donc l'opération légumes. Oui. L'opération commence par la collecte de données sur les utilisateurs de Bessa Mafia à l'aide de faux comptes. L'équipe de Montero a ensuite réussi à accéder aux comptes de Yura sur différents sites, dont le site de rencontre en ligne OkCupid. Je ne sais pas si c'est encore actif, ce site-là. Oui. Ah, OK. Ils ont découvert des informations sur sa localisation et sur sa vie personnelle, ce qui a aidé Montero à retracer son emplacement en Roumanie, imaginez-vous donc. Montero a ensuite utilisé un piège pour obtenir une photo de Yura. Il a créé un faux profil sur un site de rencontre en ligne pour hommes gays, se faisant passer pour un homme intéressé par Yura. Yura a finalement envoyé une photo de lui-même à Montero, ce qui a permis de confirmer son identité. On y reviendra sous peu. On retourne à notre enquête, Émile, sur la mort suspecte de Amy Allwine. La police décide d'interroger Stephen, son mari, à nouveau. Stephen est accompagné de son avocat et de son pasteur lorsqu'il se présente au poste de police. Il demande au pasteur de l'attendre à l'extérieur. Sans être sollicité, Stephen avoue d'emblée avoir entretenu une relation extra-conjugale pendant plusieurs mois qui a pris fin en février 2016. Il a rencontré la femme, Michelle, sur le site Ashley Madison, qui est un site de rencontre pour les personnes mariées, ou du moins en couple, cherchant à avoir une liaison. Oh, il est là, le lien avec l'after show, Seb. Voilà. Cette dernière, en plus, Michelle, elle connaissait Amy, elle connaissait les menaces qui avaient été proférées à son encontre et elle avait connaissance de leur lieu de résidence. Donc, elle en savait quand même sur leur vie. L'adultère de Stephen a été une grande surprise pour tout le monde, étant donné que leur foi ne tolérait clairement pas de telles situations. Stephen était un diacre de l'Église et s'il était découvert qu'il avait eu une relation extra-conjugale ou même qu'il avait été impliqué dans la mort d'Amy, il serait démis de ses fonctions immédiatement. Ben oui. L'Église considérait le mariage comme un engagement à vie et ne permettait pas le divorce. On voit que ça a bien évolué. La question se posait donc, est-ce que Stephen avait tué Amy pour éviter le divorce et se libérer d'un mariage malheureux? C'est là que les enquêteurs en sont actuellement. Là. Oui, parce que là, on ne sait pas trop, en fait. Elle serait morte d'empoisonnement, mais il reste encore des preuves à aller récolter. Là. Oui, exact. Pendant l'interrogatoire, Stephen déclare qu'il ne voulait pas que l'Église découvre son aventure ou la mort de Amy, ce qui a suscité des soupçons chez certains. Il prétend qu'il n'aurait pas été en mesure de nettoyer le sang retrouvé dans le corridor et qu'il ne savait pas comment il y serait arrivé.
En tant que spécialiste de l'informatique, je vous rappelle, Stephen était un spécialiste en TI, il avait du mal à croire que les autorités ne pouvaient pas retracer les emails de menaces que Amy avait reçus. Et il disait même, en plus de ça, qu'il n'avait jamais eu accès au dark web, qu'il ne connaissait pas vraiment ça, puis qu'il n'y accédait jamais, en fait. C'est louche. Puis les emails de menaces, ça, c'est sûr, juste pour vous... c'est sûr qu'elle a reçu après la visite, la première visite des policiers qui l'avisaient qu'elle avait eu, disons, un prix sur sa tête. Les menaces étaient les demandes de menaces étaient qu'elle se suicide. Stephen pointe alors, étant donné qu'il nie qu'il dit que ce n'est pas lui, il pointe alors du doigt Kristen, qui est une collègue d'Amy, qui, bien qu'elle n'ait jamais montré de mauvaises intentions envers elle, était plus susceptible d'avoir la connaissance nécessaire pour accéder au dark web, toujours selon Stephen. Cependant, Kristen était hors de l'État du Minnesota au moment de la mort d'Amy et avait un alibi infaillible. Fait troublant, il a également été révélé que la compagne qui avait accompagné Amy lors de son voyage à Moline, où le premier contrat aurait dû avoir lieu sur sa tête, c'était Christine. Parce que justement, il demandait si, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'échange entre Dog Day Dog et le site de Bessin Mafia, il demandait si la personne qui l'accompagnait était quelqu'un pour qui il devait se soucier, où il avait de l'importance, puis il disait non, c'est quelqu'un que je me souciais pas. Ah, mais c'était elle. C'était elle en plus, donc on voit quand même... il était prêt à la faire éliminer, elle aussi. Oui, exact. Donc, la police, avec tous ces éléments-là, commence très sérieusement à suspecter Stephen, mais a très peu de preuves tangibles, la plupart étant circonstancielles. Ils poursuivent leur enquête tout en examinant minutieusement tous les fichiers du FBI sur Dog Day God. Un officier de police local, écoutez ça, se souvient d'un signalement antérieur concernant une victime ayant été, victime d'escroquerie liée au Bitcoin. Là. À l'époque, il n'y a pas si longtemps, personne au poste de police ne comprenait vraiment les transactions Bitcoin. Ils ont donc pris le signalement et l'ont classé tout de suite. Cependant, ce rapport est devenu très intéressant par la suite. Oui, parce que en mars 2016, un homme s'est présenté au poste de police en signalant avoir été escroqué de 6 000 $. Il avait payé quelqu'un appelé Mark 6 000 $ en Bitcoin pour du matériel de formation pour son entreprise, mais ceux-ci n'ont jamais été livrés. Il n'a pas insisté sur la poursuite de l'enquête auprès de la police et donc la police n'avait rien de plus sur cette affaire. Cependant, après vérification, l'homme qui avait signalé à la police en mars 2016 avoir été victime d'une escroquerie en Bitcoin était en fait Stephen Allwine. Oui. Les chances étaient très faibles pour que Stephen ait été victime de la même somme que Dog Day God juste après une tentative de meurtre ratée. Donc, voilà. C'est une drôle de coïncidence, mettons. Donc, les autorités vont en prendre bonne note. La police soupçonne fortement que Dog Day God est en réalité Stephen. Ils saisissent alors 66 appareils appartenant au Allwine. C'est beaucoup d'appareils quand même. Oui, ben pour un gars en informatique, ça ne me surprend pas tant que ça, des fois. Tu peux avoir plusieurs disques durs, tu peux avoir des vieux téléphones, etc. Des clés USB. Oui, exact. Donc, en saisissant ces appareils-là, ils les ont examinés de près pour trouver toutes les informations pouvant lier l'identité de Dog Day God à celle de Stephen. Stephen avait déclaré à la police qu'il n'avait jamais entendu parler du Dark Web avant la visite du FBI en mai. Cependant, la police a trouvé des traces d'historique de recherche sur son ordinateur montrant qu'il a fait des recherches sur le réseau Tor, qui est nécessaire en fait pour se connecter au Dark Web. Et il aurait fait aussi des recherches sur la manière d'installer Tor sur un ordinateur. Bien qu'aucun ordinateur de cette marque-là, en fait, il y avait un ordinateur Acer, n'a été trouvé sur place par la police. Aussi, c'est étrange, cet ordi-là qui n'a jamais été retrouvé. Ouais, peut-être qu'il s'en doutait puis qu'il s'est débarrassé de l'ordinateur, mais bon, ils ont réussi quand même à trouver ces recherches-là. Maintenant, c'est stocké tellement partout. Exact. Il convient de noter que la police n'a trouvé aucun enregistrement de communication ou de transaction liée à la transaction Bitcoin de 6 000 $ avec un certain Mark. Oui. Cette absence d'enregistrement soulève des questions quant à la légitimité de cette transaction commerciale. Est-ce qu'elle a eu lieu ou c'est juste une histoire comme ça?
D'autres preuves numériques ont été présentées, tirées du MacBook Pro de Stephen, entre autres. Là. Un profil d'utilisateur appelé Sawline, et vous voyez Sawline, S-A-W-L-L-I-N-E, ça ressemble à Allwine, hein, c'est comme exactement. Un jeu de mots. Donc, il y a un profil qui s'appelait Sawline qui a été utilisé sur le portable. Et la police a découvert les choses qui suivent. Sawline a utilisé le MacBook pour rechercher des échanges de Bitcoin peu de temps après l'envoi du premier message à Bessa Mafia par Dog Day God. Donc, c'est les premiers indices qui permettent de faire des liens entre Stephen et toute la situation, en fait. Le profil de Sawline aussi a examiné les dates et les heures de l'événement K9 Knows Work, où Amy s'en allait, en fait, en voyage là, à Moline, peu de temps avant que Dog Day God ne communique les détails à Bessa Mafia. Donc, ça, on le sait. Sawline a aussi téléchargé une photo d'Amy sur le site web familial peu de temps avant que Dog Day God n'envoie un lien vers cette même photo à Bessa Mafia. Donc, l'étau se resserre. Sawline aussi a recherché et obtenu des détails sur les membres de la famille d'Amy, y compris une adresse incorrecte en Pennsylvanie pour la sœur d'Amy. Les experts ont aussi pu prouver que le MacBook avait été utilisé pour accéder à un service de messagerie anonyme. Et finalement, des courriels ont été trouvés entre Stephen et une escorte nommée Rita, négociant le prix d'une nuit de sexe. Donc, c'est une autre, ça, même. Oui, donc c'est avec ce profil-là, Sawline, que Stephen aurait fait toutes ses recherches illicites d'une certaine façon. Exact. Mais bon, c'est pas ça qui arrête les autorités. Là. Non, exactement. Les preuves contre Stephen semblaient accablantes. Cependant, la police savait que même si tout cela indiquait que Stephen était Dog Day God, cela ne prouvait pas, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il l'était. Un bon avocat pourrait expliquer tout ça. S'il pouvait prouver en fait que Stephen était Dog Day God et qu'il avait toujours voulu la mort de sa femme, ils étaient sûrs qu'ils pourraient obtenir une condamnation avec les preuves qu'ils avaient. Donc, dans le fond, il faut qu'ils trouvent le motif. C'est un peu ça que je comprends en arrière de ça. Les enquêteurs ont commencé à fouiller les sauvegardes d'ordinateurs et d'appareils cherchant quelque chose de concret pour relier Dog Day God à Stephen Allwine. Ils ont finalement trouvé, écoute ça Émile, une sauvegarde de iPhone de Stephen qui contenait une note avec une seule ligne de lettres et de chiffres. Oh, j'ai bien hâte de savoir c'était quoi. La note contenait 34 caractères, les mêmes 34 caractères exacts que Dog Day God avait indiqué à la Bessa Mafia comme étant l'endroit où il avait déposé le Bitcoin pour le meurtre d'Amy, donc l'adresse du portefeuille. La note avait été créée 20 secondes avant que Dog Day God ne transmette la même adresse Bitcoin à la Bessa Mafia. Oh. Ensuite, la note a été supprimée. Quelqu'un avait utilisé le téléphone de Stephen Allwine pour copier l'adresse et la coller dans le email à la Bessa Mafia. Les adresses Bitcoin sont uniques. C'était la preuve dont la police avait besoin. Cette note prouvait que Stephen Allwine était Dog Day God. C'est quand même difficile de camoufler des transactions en Bitcoin parce que même si tout ça est crypté, à chaque fois, à l'instant où on a un numéro de portefeuille, on peut faire le tour de toutes les transactions qui sont passées par là. Exact. Même de mettre des alertes. Pour les policiers peuvent faire ça. Oui. S'il y a une seule transaction avec un portefeuille avec telle adresse, on peut la flaguer. Donc, ça reste pas tout à fait anonyme, ces transactions-là, en Bitcoin sur le dark web. Non, exact, parce que le journal des transactions est accessible d'une certaine façon. Oui, via la blockchain. Exact. Donc, c'est là que... C'est sûr qu'il y a des tactiques pour les mélanger la répartition de l'argent dans des portefeuilles et tout ça, mais des gens comme Stephen qui sont, même s'il est bon en technologie, c'est une autre expertise, donc on voit qu'il il semble avoir simplement utilisé la base, donc, et cette base-là, elle est pas anonyme dès que tu creuses un peu. Là. Oui, exact. Le FBI a plus d'outils maintenant pour retracer tout ça. T'sais. Oui, exactement. Il n'en fallait pas plus, donc le 17 janvier 2017, Stephen Allwine est arrêté et inculpé de meurtre au 2e degré. Ça peut sembler étrange, le 2e degré, étant donné les montagnes de preuves qui suggèrent que c'était un meurtre planifié. On y reviendra. Stephen paye alors une caution de 500 000 $ et retourne dans la maison qu'il partageait autrefois avec Amy.
Le fils, lui, son fils Joe, devait rester chez les grands-parents avec des contacts surveillés uniquement. 2 semaines plus tard, Stephen est arrêté de nouveau lorsqu'il a essayé de prendre contact avec Joe, son fils. La caution est alors augmentée à 600 000 $ et Stephen rentre encore chez lui. Puis ça, je voulais te poser la question, Émile. Est-ce qu'il y a un truc que je ne comprends pas, mais je n'ai pas trouvé le détail, mais est-ce qu'il a fallu qu'il paye la première caution, donc 500 000, il se fait réarrêter, puis là, il faut qu'il repaye un autre 600 000? Yes, oui, totalement. Il y avait beaucoup d'argent. Et téléphone à papa, je sais pas. Mais on dirait que cet élément-là, puis j'ai pas trouvé d'infos sur ça, disons, le fond de son argent et tout ça. Là. C'était comme ça coûte cher pour sortir de juste pour revenir chez toi pendant l'enquête, en fait. Oui, exactement, c'est ça. Oui, exactement, avant le procès. Non, ça, on dirait que je trouvais que c'était beaucoup, mais tu me confirmes là, ce que je pense. Tu peux hypothéquer ta maison, il y a plein de solutions à faire, là, mais... Mais quand même, je pense qu'il faut quand même que tu sortes le cash, dans le sens... Oui, il faut que tu sortes le cash, tu le récupères pas après. Non, c'est ça. Donc, le 24 mars 2017, il y a un grand jury qui s'est réuni et a élevé l'accusation de Stephen à ce moment-ci au meurtre au premier degré. Là. C'est pour ça que j'ai jamais trop compris pourquoi on dépasse au second degré. Bref, Stephen est de nouveau arrêté avec cette nouvelle accusation-là, si on veut, et avec une caution conditionnelle, cette fois-ci fixée à 1 million de $. Et là, il va rester en prison en attendant son procès. Là, donc, j'imagine que les fonds... sont pas illimités. Là, il va avoir déjà flambé 1,1 million en quelques jours. Là. Oui, c'est ça, là, en même pas 2 semaines. Le 23 juillet 2018, le procès commence. La couronne travaille pour prouver l'identité de Doug Day-God et accuser Stephen du meurtre. Ils ont confirmé que Stephen avait drogué Amy au déjeuner ce jour-là avec une dose extrême de scopolamine, comme on vous avait parlé un peu plus tôt. Après que son fils soit parti avec les grands-parents, Stephen a abattu Amy et l'a positionnée dans la chambre où elle a été trouvée. Ils ont affirmé qu'il avait ensuite nettoyé le sang dans le couloir avant de prendre son fils et de s'assurer qu'ils allaient dans des lieux publics et obtenaient des reçus là, pour avoir des alibis. Les preuves ont montré que Stephen, qui prétendait travailler toute l'après-midi, n'avait pas ouvert une session de travail sur un des systèmes ou l'autre de son entreprise. Également, des résidus de tir ont été trouvés sur les mains de Stephen et les traces de sang dans la maison correspondaient à ses chaussettes, en fait, donc aux traces de chaussettes. L'accusation a plaidé que le motif était simplement de se débarrasser de son mariage, donc de son épouse, sans perdre sa position dans l'Église. Oh. La défense a soutenu que l'accusation n'avait pas de preuves ADN, d'empreintes digitales ou même de témoins oculaires. C'était vrai, mais peut-être que ces éléments étaient superflus compte tenu des nombreuses autres preuves qui pointent vers Stephen. La défense a affirmé que les résidus de tir auraient pu être transférés par contact avec Amy. Mais bon, ça n'a pas passé. Bien qu'il n'y ait pas eu de témoins oculaires du crime lui-même, un certain nombre de témoins ont pris la parole lors du procès, notamment l'escorte qui a passé la nuit avec Stephen et un trader de Bitcoin qui a affirmé avoir vendu des Bitcoins à Stephen. La localisation de Stephen a été confirmée au lieu où le trader de Bitcoin l'a rencontré, car il avait appelé l'assistance routière parce que lorsqu'il avait verrouillé ses clés dans le coffre. Okay. Tu vois, c'est une banalité qui a amené encore une preuve supplémentaire pour le coincer. Eh boy. Donc, elle aurait été abattue d'un coup de feu, finalement. Oui, donc, exactement. Mais en plus d'avoir été empoisonnée. Oui, bien, l'empoisonner, en fait, c'était pour l'endormir. Hein, la scopolamine, c'était un truc qui pouvait t'endormir de manière assez longue. Surtout, mais c'est pas ça qui l'aurait tué, c'est vraiment le coup de feu. C'est vraiment le coup de feu, exactement. Il aurait donné la scopolamine avant, là, comme on voit au déjeuner. Puis ça, il a donné 40 fois la dose, que d'après moi, elle a dû tomber, elle était toute molle. Mais il y a un truc qui est vraiment bizarre, c'est qu'on ne comprenne pas pourquoi qu'il l'a déplacé, toute seule avant endormi, puis redéplacé, il aurait pu la tuer à l'endroit où est-ce qu'elle a été retrouvée. Là. Bref. Est-ce qu'il est possible que Stephen ait été piégé dans tout ça? Là? Je pense que c'est incroyablement improbable, mais bon, pour jouer le rôle de l'avocat du diable, on va analyser quelques points qui ont été soulevés. Là. Entre autres,
Qui conduisait les voitures qui ont démarré en trombe vers 17h30, le jour du meurtre d'Amy? Parce qu'on en avait parlé un peu au début, on ne sait toujours pas c'est quoi. Donc, si Stephen essayait de prétendre que c'était le meurtrier, mais qu'en fait c'était en réalité lui-même, cela suggère une planification préalable. Pourtant, le reste de la scène de crime semble être plutôt chaotique. Donc, bien sûr, ça n'a peut-être rien à voir avec l'affaire. C'est peut-être juste une ou deux voitures là, qui partaient rapidement, une coïncidence dans le fond. Mais bref, ça reste quand même un élément mystérieux. Il y a aussi la question de est-ce qu'il aurait fait ça seul ou est-ce qu'il y aurait eu de l'aide? Peut-être a-t-il finalement trouvé un tueur à gages pour l'aider cet après-midi-là? Est-ce que c'est lui qui a vraiment appuyé sur la gâchette? T'sais? Cependant, les caméras de sécurité de la maison Allwine n'ont montré aucune autre activité que celle de Stephen qui partait chercher son fils et la police qui arrive après. Donc, pas de deuxième personne qui a été filmée. Il y a aussi une porte patio qui n'était pas verrouillée dans la maison et n'était pas couverte par les caméras de sécurité. Donc, il y aurait peut-être une faille. Les chiens étaient enfermés dans leur cage, donc bien peu probable, étant donné les autres caméras de surveillance de la propriété, que quelqu'un soit entré dans la maison. Exact. Donc, mais il y avait quand même un angle mort au niveau de la porte patio, les chiens dans la cage, donc possible que quelqu'un soit entré par là, qui n'ait pas alerté les chiens. Bref. Aussi, le corps d'Amy Allwine avait été déplacé après sa mort, un peu comme tu disais, Seb. Et bien qu'elle pesait environ 240 livres à l'époque, la défense a soutenu qu'il était peu probable que Stephen ait pu la déplacer seul. Puis aussi, pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Pourquoi droguer Amy s'il avait prévu de la tuer dans le couloir de la maison? Mais ça aussi, je me posais la question. S'il l'avait droguée et qu'elle était influençable, il aurait été plus facile de la tuer dans la position où elle se trouvait plutôt que de la déplacer. Mais cela soulevait également d'autres questions, comme qu'est-ce qui se serait passé si quelque chose avait mal tourné lors du déplacement du corps? T'sais. Mais j'ai peut-être un peu mon hypothèse là-dessus, sur la raison pourquoi il l'a drogué, parce qu'il n'y avait pas à le faire si son but c'était de la tuer finalement d'un coup de feu. Mais j'ai l'impression que peut-être, étant donné que c'est un homme de foi, peut-être qu'il ne voulait pas que la victime ait conscience que ce soit lui qui la tue à ce moment-là. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend après la mort. Peut-être qu'il voulait que sa femme soit trop confuse pour qu'elle-même ait connaissance que c'est lui qui appuie sur la gâchette avant la mort. Donc, c'est peut-être une raison un peu spirituelle, un peu psychologique. Oui. Ah, c'est intéressant. Ouais, j'avais pas vu sous cet angle-là. Après 8 heures de délibération du jury, donc ça n'a pas été si long, Stephen Allwine a finalement été reconnu coupable et condamné à la prison à vie obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré cela, il continue de clamer son innocence et affirme avoir été piégé, expliquant que sa sauvegarde sur le cloud a été piratée et que la note a été insérée intentionnellement, donc la note avec le portefeuille Bitcoin. Cependant, cette théorie semble peu plausible compte tenu du fonctionnement d'Apple et du système de cloud et de la complexité de la situation. Il est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un se donnerait tant de mal pour piéger Stephen et assassiner Amy. Cette personne-là n'a pas plus de mobile. En fait. Non, exact. Donc, dans tous les cas, il est clair qu'Amy avait confiance en son mari et n'a jamais pensé qu'il pouvait être impliqué dans cette affaire, ce qui rend cette fin tragique d'autant plus déchirante. Parce qu'en plus, elle était restée avec, même lorsqu'elle avait appris que sa tête avait été mise à prix, elle n'avait jamais suspecté son mari. Non, du tout. Alors qu'en fait, c'était lui le coupable. Donc, c'est assez troublant tout ça. Ça fait le tour un peu de la chronologie de cette histoire-là. Mais il y a d'autres... en fait, c'est assez troublant, en fait. Moi, j'ai de la misère à m'expliquer le comportement de Stephen, puis aussi pourquoi il voulait faire tout ça tout en, en gardant sa place dans l'Église, sachant que Dieu, lui, a tout vu ça, en fait. C'est-à-dire que même s'il veut bullshiter son Église locale, le Seigneur Tout-Puissant, lui, ne peut pas être bullshité. Donc, c'est vrai, hein? Une fois qu'il rejoindra le paradis, comme j'imagine il le croit, on va l'attendre avec... une brique et un fanal. Exact. Mais même pour bonifier un peu ce que tu dis, on n'en a pas parlé, mais il a été soulevé que
justement, Amy, elle avait une assurance vie de 700 000 $. OK. Puis supposément que Stephen avait certains problèmes financiers. Ça n'a pas été étalé, mais que ça aussi, ça aurait pu être une raison de toucher l'assurance vie de 700 000 $ pour régler certains problèmes financiers qu'il aurait eu. Mais c'est vraiment étrange parce qu'il a vraiment tout fait ça dans le dos de sa femme. Comme tu dis, même ça ne se doutait pas de lui, son attitude devait être correcte. Il la trompait. On a parlé de 2 cas de tromperie. J'ai lu qu'il y aurait même une troisième personne aussi qui aurait été aussi rencontrée sur le site de Ashley Madison, à laquelle Stephen aurait eu une relation extra-conjugale aussi. Mais on dirait qu'il voulait le beurre, l'argent du beurre. Je ne sais pas comment dire ça. Mais des fois, on dirait que le dogme de la religion, quand tu es tellement là-dedans depuis longtemps, on dirait que tu crois fermement à ces barrières-là qui t'imposent, on dirait. Puis tu vois pas d'issue. On dirait que la seule issue, mais c'est fou pareil que ta seule issue, c'est tuer ta femme. C'est assez étrange. Puis même, juste pour vous dire, on n'a pas vous donner tous les détails des échanges entre eux, mais il a perdu patience aussi à un certain moment parce que la première demande qu'il a faite à Bessa Mafia, c'était en février. Puis on le sait, là, même le meurtre était supposé se passer le 19 ou 20 mars. Il n'y a rien eu. Il continuait à écrire au site. Puis souvent, même à la fin, parce qu'il y a eu le piratage qu'on vous parlait un peu plus tôt, puis il y a des informations qui ont été soulevées sur le web de surface. Et Yura, il menaçait Doug Dega, donc Stephen, que s'il ne repayait pas un autre 10 ou 5 bitcoins, il allait, je pense que c'était 10 bitcoins, il allait dévoiler ça au grand public, la demande de Stephen. Puis Stephen, il a repayé, ça a l'air, un autre 10 bitcoins. Mais 10 bitcoins en 2016, je ne sais pas si ça valait combien. Mon Dieu. C'était quand même beaucoup d'argent. Écoute, c'était ça qui était écrit. Est-ce que c'était un véritable 10 bitcoins? Mais il y a eu une autre transaction que Yura l'a encore. Mais je pense que oui, parce que je disais que je pense que c'est l'équivalent à l'époque, c'était peut-être 60 000, 65 000, quelque chose comme ça, qu'il aurait payé en supplément. Tu sais, c'est complètement fou là, pour pas être dénoncé. Là. Donc, je trouve que Yura aussi, c'est un sacré arnaqueur. Ish. Puis Seb, avant de terminer, en fait, est-ce qu'il y a d'autres... parce que là, la Bessa Mafia, en fait, ça a opéré quand même un certain temps, puis il y a cette histoire-là qui est sans doute la plus connue, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des histoires qui prouvent l'existence un peu de ce site-là? Là? Oui, en particulier, en fait, je vous nomme 3-4 histoires. En 2016, il y a un homme qui s'appelle Frank Zanetis qui a été assassiné à New York. Il y a des rapports qui ont suggéré que l'assassinat pourrait avoir été lié à une commande qui a été passée sur Bessa Mafia. En 2017, il y a un autre homme nommé Jacob Nolan qui a été arrêté en Floride pour avoir tenté de recruter un tueur à gages pour assassiner sa belle-mère. Ouh. Nolan aurait trouvé le tueur à gages présumé sur Bessa Mafia. Ouais, quand même. Ben oui, c'est ça qui est mélangeant de cette histoire-là. Là. En 2018, un homme nommé Colin Miller a été arrêté dans l'Oklahoma pour avoir tenté d'engager lui aussi un tueur à gages pour assassiner son ex-femme. Miller aurait trouvé lui aussi le tueur sur Bessa Mafia. Et là, un autre cas un peu plus troublant. Donc, véritablement une demande. Là. Oui, ça c'est débile. Hein? Là, je n'ai pas la liste des accès, mais ils ont publié la liste de tous les clients, les demandes, les hackers plus éthiques pour un peu dénoncer ça, mais la liste était quand même longue. Là. Il y avait des centaines de demandes. Ben oui. C'est assez fou. Là. Et un dernier cas un peu plus troublant, Émile, toujours en 2018, il y a une femme nommée Amy Jolene Winters qui a été arrêtée en Californie pour son implication présumée dans une tentative d'assassinat qui aurait été organisée par le biais aussi de Bessa Mafia. L'histoire de Amy Jolene Winters est liée à une tentative d'assassinat présumée qui aurait été organisée par le site. Selon les rapports, elle a été impliquée dans une tentative d'assassinat contre la femme de son ex-petite amie, qui était également la mère de son fils. Okay. Les enquêteurs ont déterminé que Winters avait tenté de recruter un tueur à gages sur Bessa Mafia pour assassiner la femme de son ex-petite amie. Cependant, le tueur à gages présumé qu'elle avait engagé était en réalité un agent du FBI, parce que je sais qu'à un certain moment, ils ont pris possession du site web. Le FBI aussi, disons, qui interceptait les communications parce qu'ils voyaient bien qu'il y a des vrais cas qui existaient. Donc, elle a été arrêtée en 2018. Elle était accusée de complot en vue de commettre un assassinat.
Elle a plaidé coupable de charges retenues contre elle en 2019 et a été condamnée à 6 ans de prison. Donc, quand même. C'est assez incroyable. Là. Donc, puis il y a eu d'autres cas, là, quelques d'autres cas qui ont été reliés à ça. Puis il y a même un cas, je ne l'ai pas sous les yeux, mais lui, il a été quasiment découvert en 2020. C'est quelqu'un qui est un gars de l'armée. Ils ont toujours cru que c'était une tentative de suicide. Il l'avait retrouvé dans un stationnement à Fort Lauderdale, mais il n'y a pas si longtemps, Chris Montero a envoyé d'autres informations qu'il avait trouvées sur ce cas-là aux autorités, puis ils ont pu faire le lien aussi qu'un autre supposé, pas suicide, mais meurtre, qui était classé comme un suicide, aurait été orchestré sur Bessa Mafia aussi. Donc, il y avait un réel danger. Puis qu'est-ce qui est arrivé au final? Est-ce qu'il a été attrapé, Chris Montero? Qu'est-ce qui est arrivé avec ce site-là? C'est ça qui est drôle. Chris Montero, lui, c'est le hacker éthique qui a essayé un peu de mettre ça au grand jour avec d'autres hackers. Lui, il a même été arrêté un peu plus tard, en fait, pour extorsion. Parce que pendant ses demandes avec Yura et tout ça, il y avait une forme d'extorsion dans ce qu'il faisait. Puis même, on n'a pas pu en parler. Yura, il avait fait, on le sait qu'il était bon pour faire du marketing de contenu puis de l'orchestration là, de marketing, mais il a fait la même chose pour médire contre Chris Montero en ligne et essayer de le lier à la Bessa Mafia. Et même puis non, les autorités au départ, là, ils ont conclu vite que finalement, ça aussi, c'était une forme d'arnaque, mais il a été arrêté, ils sont rentrés chez eux avec un bélier. Puis il a même été condamné à 8 mois de prison pour tout ça. Je ne sais pas s'il les a fait à domicile et tout ça. Bref, je recule un peu dans le temps. Chris Montero qui a fait l'opération légumes, là, Vegetable, avec un autre hacker pour justement mettre au grand jour l'identité de Yura et prouver que c'est un faux site. Il a réussi à faire fermer le site parce que toutes les informations qu'il a données aux autorités, ça le fait fermer le site. Puis c'est drôle, pendant toute cette période-là, Yura aussi, lui, il disait qu'il collaborait avec le FBI, en fait, qu'il travaillait pour le FBI, mais ça a été totalement faux, malgré que le FBI n'ont jamais voulu le dire si oui ou non, à un certain moment, il a collaboré avec eux pour certaines enquêtes. Mais le site a été fermé. Juste pour vous dire que Yura aussi a fait plusieurs autres tentatives pendant toute cette période-là, là, de 2016 à 2017-2018. Quand Bessa Mafia a été fermé, il a voulu créer 3 autres faux sites. J'imagine, il a dû vouloir continuer la business. Oui, de tueurs à gages et tout ça, mais ils étaient tous dévoilés, dénoncés, refermés ultérieurement. Puis les autorités le surveillaient tellement de près qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est fait à part de créer. Il a voulu reproduire la même chose. Il a été arrêté là, justement en 2020 par les autorités américaines. On n'a pas beaucoup de détails sur sa peine de prison en tant que telle, mais il a été arrêté finalement en 2020. Donc voilà. Eh bien, toute une histoire, cette histoire de la Bessa Mafia. Quand on était tombé là-dessus, on se demandait, voyons, c'est quoi cette histoire-là? C'est tout qu'un rabbit hole dont on a peu parlé, en fait, dans les médias francophones. Exact, oui. Donc, content d'avoir fait le tour de cette histoire-là, mon cher Seb. Moi aussi, c'était vraiment yes. cool, ouais. J'espère que vous avez aimé Les Distordus. En after show, pour les abonnés Patreon au forfait Oui Monsieur, aujourd'hui, on vous parle du site Ashley Madison et du gros piratage et du gros vol de données qu'il y avait eu il y a quelques années. Donc, ne manquez pas ça. Aussi, on vous rappelle que vous pouvez nous trouver un petit peu partout sur le web. On est sur TikTok. Vous pouvez aller voir nos Disto News. On est sur Instagram, Facebook, YouTube et Twitter aussi. Vous pouvez aussi nous contacter via notre site. On vous rappelle que Distorsion, c'est une création de moi-même, Émile Gauthier et Sébastien Lévesque. Yeah. Le montage est assuré par André Beaupré. La musique de cet épisode est une création de moi-même. Et sans oublier, il faut évidemment remercier nos chers membres Patreon qui méritent un shout-out. Oh oui, beaucoup d'amour à Sylvain B, Anaïs D, Fabiola S.D., Kéo et Chloé C. Aussi, une belle poignée d'amour à Amélie P, à Marie-Ève, à Hélène, à Joël et à Benjamin G. Je poursuis avec Glenn D, Xavier D, Alexandra P, I Wanna Feel Good et Valérie A.
Ce show ne pourrait pas exister sans la participation de Émilie P., de Mylène, de Sébastien L., de Jacinthe R. et de Jessica B. Je poursuis avec un high five à Cindy PV, à Sombre Jaune, à Ariane VR, à Deus et à Clara T. Un gros câlin à Jessica R., Mathieu T., Nathalie D., Joanie MR et Alexandre G. Je poursuis l'amour à Nancy D, Lily P, Andréane, José G et Marie-Christelle. Un gros shout-out à Florence G, à Romain L, à Francis B, à Manuel S et à Cédric D. Et je poursuis avec la mystérieuse Marie-Claude, Vincent Y, Julien H, Chloé V et Yemaya. Et pour terminer, beaucoup d'amour à Delbreil, à Johan, à Benoît C, à Sam G et à Amy et Antonio. Merci à vous. Oui. Et pour vraiment terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Si vous souhaitez un changement de vie, la communication risque d'être une meilleure option qu'engager un tueur sur le dark web. Toujours. Mieux. Yes.